Dans le monde du vélo, le mot rigidité est associé à transfert de puissance et performance. Puis si je vous disais que c'était un des plus gros mythes, on regarde ça aujourd'hui. Re-bienvenue au coin du geek et pour ne pas manquer les prochains épisodes et pour pouvoir interagir avec moi, je vous invite à aimer la page Facebook de Vélomag ainsi que ma page personnelle Martin Turgeon Service Cycliste si vous voulez encore plus de contenu. L'an dernier, Cervélo a sorti son nouveau R5. Depuis toujours, lors d'un lancement, on entend à peu près toujours la même chanson. Plus rigide, plus léger, plus aéro. Mais pour cette version-là, Cervélo a dit quelque chose qui était très inhabituel. Que leur nouvelle version est moins rigide que l'ancienne. C'est quoi, ils veulent pas en vendre? Tout le monde sait qu'un vélo plus rigide, c'est un meilleur transfert de puissance puis c'est plus performant. Mais quand une compagnie s'en va dire que leur vélo est X% plus rigide, ça représente quoi en termes de watts sauvés ou de kilomètres-heure gagnés? Si ça faisait vraiment une différence, il me semble que ce serait à leur avantage de nous donner ces chiffres-là. Et c'est là le problème. Parce que de déclarer que notre nouveau vélo est 8% plus rigide latéralement. Quand on dit ça, on laisse au consommateur la tâche de faire le lien de causalité avec la performance. Mais c'est parce que c'est pas mal plus vendeur que notre nouveau vélo est 8% plus rigide. Ça va peut-être vous donner l'impression d'aller plus vite, mais nous, on n'a pas été capable de mesurer aucune différence. C'est la réalité, mais c'est pas très vendeur. À ce jour, aucun scientifique ou ingénieur a été capable de faire le lien direct entre la rigidité d'un cadre et la vitesse avec les vélos modernes. Est-ce que ça vous surprend? La rigidité des cadres s'est mesurée depuis des décennies parce qu'à défaut d'être capable de quantifier le gain ou la perte en termes de puissance ou de vitesse, on part de la prémisse que tout objet qui va être déformé va avoir un retour d'énergie qui est inférieur à l'énergie qui est mise dans le système au départ. Ça, en passant, c'est le concept qui est aussi à la base de l'idée de plus la pression des pneus est élevée, plus haute est la performance. Chose qui a été démentie. Mais l'idée derrière ce concept-là, c'est rempli de pièges. Puis la dynamique est beaucoup plus complexe que ça. Dans les dernières années, il y a eu plein de tests à l'aveugle qui ont été faits. Puis ils ont été incapables de créer un lien direct entre la rigidité d'un cadre et la performance en grimpe. Même que dans les tests, souvent, les cadres les plus rigides, c'était souvent ceux qui performaient le moins bien. Les résultats étaient très variables en fonction des différents individus. C'était pas une histoire de plus rigide, c'est mieux, plus flexible, c'est moins bon. Loin de là. Mais ça, c'est pas juste pour les pneus puis les cadres. Même les souliers, on n'arrête pas de se faire dire qu'un soulier avec une semelle rigide va avoir un meilleur transfert de puissance. Mais il y a quelques années, il y a une étude qui est sortie qui a comparé des souliers d'une même compagnie, leur soulier le moins cher et leur soulier le plus cher. Leur soulier le moins cher, c'était une semelle qui était, selon eux, beaucoup moins rigide en résine versus une semelle haute performance en carbone ultra rigide. Puis on fait des tests de transfert de puissance en sprint, là où la rigidité devrait être le plus important. Puis c'était quoi la différence entre des souliers d'entrée de gamme et super haut de gamme? Aucune différence. Puis malgré tout ça, les différences entre les différentes rigidités, c'est au mieux extrêmement minuscule. Pourquoi? Parce que présentement, les meilleurs modélisateurs, des modèles mathématiques pour faire de la prédiction de la performance sont extrêmement précis. Quand on regarde avec tous les facteurs qu'ils vont être capables d'analyser et de prendre en compte, ils peuvent avoir une précision jusqu'à 1% de précision. Ça prend en compte une quantité de données puis de variables impressionnantes. Il y en a plein pour arriver avec ce niveau de précision-là. Mais parmi toutes ces variables-là, la rigidité des cadres, des roues et de tout l'équipement à la rigidité, c'est même pas, ça fait pas partie du calcul du tout. Donc ça veut dire que l'impact de la rigidité du vélo sur la performance, elle peut au mieux se chiffrer à la marge d'erreur des modélisateurs les plus performants, c'est-à-dire moins d'1%. Parce qu'un 8% plus rigide pris hors contexte, ça sonne pas mal mieux que 8% d'une fraction de watts. On ne peut pas le nier que la rigidité, ça peut avoir une influence sur la conduite puis la perception subjective du cadre. Mais de façon objective,
Présentement, il n'y a rien qui supporte l'idée d'un vélo plus rigide égale un vélo plus rapide. Si vous avez besoin d'un positionnement ou d'optimisation mécanique, je vous suggère d'aller voir mon site web pour pouvoir consulter les différents services offerts, ainsi que le site web de Vélomag pour vous tenir au courant de tout ce qui se passe dans la planète vélo. Et on se voit pour une prochaine capsule.